À partir des témoignages que vous avez entendus et en complément des recommandations de nos experts, je vous propose quelques éléments de réponse à trois grandes questions. 1. Pourquoi faire un business plan? 2. Concrètement, combien de temps cela prend? Et 3. Qu'est-ce qui est difficile dans cet exercice? Pour conclure, je vous formulerai quelques conseils utiles avant de vous lancer. Alors d'abord, pourquoi faire un business plan? Pour François Perrault, le moment de l'élaboration du business plan a été un moment charnière pour passer du pilote en Indonésie à un projet ambitieux de déploiement sur tous les pays dans lesquels Lafarge est commercialement présent. À partir des premiers résultats du pilote, il a cherché pour rédiger son business plan à établir des hypothèses pour répondre à la question jusqu'où peut-on aller dans le déploiement de l'offre? Combien de microcrédits va-t-on pouvoir mettre en œuvre et à quelles conditions? L'enjeu était notamment d'évaluer la taille du marché. L'élaboration du business plan a plus largement été l'occasion de regarder ce que voulaient dire nouveaux modèles économiques et comment adapter les business plans types existants en interne à cette nouvelle offre de services. Frédéric Bardot est très clair quand il parle de business plan. Certes, c'est un exercice de style imposé pour lequel l'entrepreneur est rarement compétent, mais s'y livrer est indispensable. Indispensable pour les candidatures au concours et programmes d'accompagnement. Mais c'est surtout un exercice indispensable pour le succès du projet lui-même. Les approches Lean Startup invitent à tester avant de formaliser, mais c'est l'exercice de formalisation qui permet de se poser les bonnes questions. Quel est mon marché? Quels sont les chiffres clés? Comment objectiver mon impact social? Et de prendre du recul par l'effet miroir que cet exercice induit. Pour Keiichiro, élaborer le business plan de face aux pros a été un passage obligé pour participer à la JSVC. Cela n'a pas été en vain et il a très bien réussi l'exercice puisqu'il a remporté le concours en 2013. Julie pour Gold of Bengal explique que l'étape de BPS était clé pour passer d'un projet essentiellement orienté recherche et financé par la philanthropie à un vrai projet d'entreprise sociale. Cela a été l'occasion pour elle de se poser les questions clés de la vision et de la mission, des cibles, de la manière d'arriver à générer de l'impact social. Le BPS a permis à l'équipe de faire évoluer le projet initial en se posant les bonnes questions et de voir les choses en plus grand que ce qu'elle aurait fait spontanément, l'équipe ayant plutôt eu tendance jusque-là à faire comme l'on dit avec les moyens du bord. Enfin, Claude évoque l'ouverture d'esprit, les remises en question de son projet et comme Julie, l'opportunité de voir les choses en grand pour Ecoco que lui a permis le travail de business plan social. David Laurin, fondateur de Recyclivre, lui a vu au moins 3 avantages pour son entreprise. Un, c'est la colonne vertébrale ou le fil conducteur qui lui a permis d'avancer en répondant à des questions clés comme par exemple quel concurrent, quel coût. C'est donc d'abord à lui-même que le business plan a été utile. 2, il se sert encore des tableaux financiers réalisés il y a 6 ans. C'est donc un document de référence, pas gravé dans le marbre, mais évolutif bien sûr, c'est donc un point de comparaison. La valeur prédictive d'un business plan est limitée, mais au fond ce n'est pas le plus important. Troisièmement, son business plan a éclairé les financeurs lors de ses 2 levées de fonds sur la pertinence et la faisabilité de Recyclivre. Les chiffres peuvent être bons ou pas, on verra bien comme il le dit, mais la cohérence d'ensemble démontrée a été primordiale. Deuxième grande question, quelles sont les difficultés lors de l'élaboration d'un business plan? 2 grandes réponses reviennent de façon récurrente lorsque l'on pose cette question aux entrepreneurs, qu'ils viennent de sortir de la rédaction de leur BPS pour le concours de JSVC, comme Julie ou Claude, ou qu'ils soient à la tête d'une entreprise sociale en phase de changement d'échelle ou scale-up, comme Frédéric ou David. L'étude de marché, d'une part, et le chiffrage des projections financières, d'autre part, sont les 2 grands problèmes. Julie explique qu'avec un produit pour lequel il n'existe pas de produit de substitution, il n'y a pas vraiment de benchmark possible. L'équipe a donc dû passer par l'élaboration d'un prototype, puis le tester auprès de clients potentiels pendant 3 mois pour formuler des hypothèses. Claude, porteur du projet Ecoco, est lui passé par une phase de porte-à-porte pour réaliser l'étude de marché, les statistiques relatives à son business au Cameroun n'étant pas disponibles ni sur le net ni ailleurs. David précise lui qu'il n'y avait pas de données sur le secteur visé lorsqu'il a fondé Recyclivre, mais qu'il fallait bien essayer de se raccrocher à quelque chose. Enfin, Keiichiro explique que si c'était à refaire, il passerait plus de temps sur l'étude de marché et la compréhension fine de ses clients. Dans le même ordre d'idées, Ludovic, qui lance e-Génération, précise que ce qui est difficile, c'est d'aller au-delà de son intuition, c'est-à-dire de trouver des éléments de preuve chiffrés pour étayer une conviction alors que l'on est absolument sûr de soi. Et il ajoute un conseil, il ne faut pas avoir peur des trous dans son étude de marché, car si toutes les données étaient disponibles, cela voudrait dire finalement que le marché est saturé. Il faut donc accepter l'imperfection
tout en veillant à faire des hypothèses que l'on est capable de justifier. Pour ce qui est du chiffrage et en dehors de l'évaluation du potentiel de marché, Claude évoque la difficulté à trouver des éléments de coût qui soient fiables pour bâtir ses projections financières. Et Julie parle de la difficulté qu'elle a eue à chiffrer l'investissement nécessaire pour réaliser la chaîne de production. La troisième grande question, combien de temps cela prend-il? Alors pour David, le business plan n'est jamais terminé. Et pour Frédéric, il est en réécriture permanente. Pas étonnant puisque le business plan est le reflet de votre projet à l'instant T. Et comme votre projet évolue, votre business plan aussi. Ainsi, David a réalisé un premier business plan pour trouver 120 000 € nécessaires au lancement de son projet sur Paris et au financement du salaire de ses premiers employés. Il a ensuite élaboré un second business plan dans le cadre du programme Scale Up porté par l'ESSEC et Entropia et qui est financé par les fondations Rothschild pour lever les 300 000 € nécessaires pour accompagner le développement de Recyclivre sur les villes de Bordeaux et Lyon. David précise que cela lui a pris 6 mois, le temps notamment de rechercher les données utiles. Il ajoute que c'était sa première création d'entreprise, qu'il avait besoin de se rassurer et que le business plan sert à cela, c'est-à-dire supprimer une part de risque. C'est une remarque qu'il me semble très intéressant de garder bien présente à l'esprit à chaque fois que vous douterez de l'intérêt de vous lancer dans un tel travail. Nos 3 finalistes évoquent eux aussi plus ou moins 6 mois de travail pour arriver à un business plan social présentable. Mais Ludovic précise utilement que lorsque l'on a un projet, on collecte souvent des données au fil de l'eau et qu'il y a donc une partie du travail qui se fait progressivement, pas forcément dans une période qui est centrée sur celle de la formalisation. Après ces 3 grandes questions, voici quelques conseils de nos témoins et experts pour élaborer votre business plan avant de vous lancer. Gaëtan Baudry et Jean-Claude Charlet se rejoignent spontanément sur un point. Il faut commencer par aller sur le terrain, à la rencontre de vos bénéficiaires et de vos clients pour tester votre idée et affiner votre proposition de valeur et non pas commencer par formaliser votre BPS. Gaëtan insiste sur ce point en précisant que les résultats d'une étude par questionnaire envoyé par mail vous donneront des résultats qui sont finalement assez peu fiables pour évaluer votre marché. Une nuance est néanmoins apportée par Ludovic, même si ce n'est qu'une première version de business plan, il faut commencer très tôt la formalisation pour structurer le projet le plus en amont possible. Autre conseil de Gaëtan, ne pas se focaliser sur les détails. Parler de création de valeur globale, planifier votre future activité pour avoir des éléments de prévision, pas pour prévoir l'avenir. Et c'est ce que veut dire aussi Ludovic de Y Génération lorsqu'il dit qu'à un moment donné, il faut y aller et se lancer malgré les incertitudes. Sur la forme, Ludovic suggère de penser à vos lecteurs qu'il faut convaincre avec un nombre limité d'informations. Mieux vaut donc que 3 chiffres pertinents que 10. Et cet effort de hiérarchisation et de sélection de l'information est très important, par exemple pour ce qui concerne la taille du marché. David, lui, vous conseille avec beaucoup de conviction de lire le business plan pour les nuls. J'ajouterai volontiers la lecture de L'entreprise sociale aussi a besoin d'un business plan, l'ouvrage que nous avons coécrit avec Marie Trélucane, qui traite bien sûr les sujets au cœur de tout business plan, mais aussi de ce qui fait la spécificité du business plan d'une entreprise sociale, le besoin social, la distinction client-bénéficiaire. Enfin, tous sont unanimes sur un point, pour rédiger un BPS, il faut s'entourer, le faire relire par tous ceux qui sont autour de soi, amis, famille, camarades de promotion, professionnels du secteur, chacun pouvant apporter un regard intéressant. Claude dit même qu'il a apporté 127 modifications à son business plan suite aux différentes relectures de son dossier. Il ne faut donc en aucun cas avoir peur des critiques. Enfin, un point à ne faire sous aucun prétexte. Pour Gaëtan, dire que l'on n'a pas de concurrent est l'erreur à ne pas faire, quel que soit votre projet. Et même s'il vous semble très innovant, identifiez 3 concurrents directs et 3 concurrents indirects. Ne pas avoir de concurrence est impossible. Et c'est un point faible que l'on relève trop souvent dans les soutenances lors de jurys de concours. Les candidats affirment n'avoir pas de concurrents. Et ils perdent alors très fortement et très vite en crédibilité. Pour conclure, grâce aux différents témoignages que vous avez entendus, vous pouvez clairement distinguer les raisons externes et les raisons internes de faire un business plan social. Les raisons externes. Il est indispensable de faire un business plan social pour être candidat aux concours et aux structures d'accompagnement, pour lever des fonds, pour obtenir un prêt ou pour embarquer des partenaires dans l'aventure de votre projet. Pour les raisons internes, le business plan social est aussi un outil extrêmement précieux pour avancer en équipe, pour se poser les bonnes questions, pour faire évoluer de façon cohérente et partagée l'idée de départ. Un dernier point, tous les entrepreneurs qui ont réussi n'ont pas forcément rédigé un business plan. Et un business plan bien rédigé ne garantit pas le succès.
Mais tous les entrepreneurs qui ont réussi se sont tous posé les questions que comprend un business plan social. C'est donc une condition nécessaire mais non suffisante. En effet, le BPS est un outil ou une démarche. Et donc, comme tous les outils, la façon dont vous l'utilisez est essentielle. Ainsi, un marteau, le meilleur fut-il, ne vous permettra jamais d'enfoncer proprement une vis dans une planche de bois. Et le laser, qui a permis des progrès exceptionnels pour la chirurgie de l'œil, reste l'un des moyens les plus sûrs et les plus rapides pour rendre quelqu'un aveugle s'il est mal utilisé. C'est donc tout l'art de l'entrepreneur, de mobiliser les bons outils au bon moment. Le BPS n'est en aucun cas exclusif d'autres approches, comme le Lean Startup, ainsi que nous le montrons dans notre dialogue avec Jean-Claude Charlet.